50 ans de kinésithérapie. Au cours de ces 50 années, notre profession a une évolution considérable. Les progrès de la thérapie manuelle, de la rééducation et de la kinésithérapie permettent aujourd'hui d'envisager notre profession sous un autre angle. Les anciens, nos anciens, soignaient. Ils accompagnaient leurs patients au cours des maladies de la vie, au cours des fractures, au cours des problèmes respiratoires. Plus tard encore, nous avons commencé à accompagner nos patients au cours de beaucoup d'autres pathologies. En rhumatologie, par exemple, nous avons été très présents. En neurologie, ensuite. Le kinésithérapeute d'aujourd'hui n'est plus le même de celui d'il y a 50 ans. Ce n'est plus non plus le même de celui qu'il y a 20 ans. Nous tous, kinésithérapeutes, sommes sur la voie d'un renouvellement, d'une diversification de nos techniques. En fait, la kinésithérapie d'aujourd'hui, c'est une nouvelle profession, c'est une nouvelle activité qui va prendre soin du corps dans tout son ensemble. Être kinésithérapeute aujourd'hui, c'est être avant tout thérapeute. Kinésios, c'est-à-dire thérapeute du mouvement. Et c'est le mouvement dans son ensemble qui nous concerne. Mais qui dit thérapeute, dit aussi accompagner. Accompagner le mouvement, c'est-à-dire accompagner l'individu tout au long de sa vie. Nous ne sommes pas seulement des soignants, nous sommes vraiment des accompagnants. Et dans ce sens, ce sont toutes les techniques d'aujourd'hui qu'il est intéressant d'identifier. Que peut faire un kinésithérapeute aujourd'hui? Effectivement, dans le domaine du soin, dans le domaine de la prescription médicale, il accompagne les difficultés et les pathologies de l'individu. Mais ce n'est qu'une faible part de son activité. Kinésithérapeute aujourd'hui, il accompagne le corps, il conduit le bien-être du corps. C'est un accompagnateur de santé. Kinésithérapeute aujourd'hui, c'est accompagner le corps dans le sport, dans l'activité physique. Et ceci se passe souvent en dehors du cabinet, en même temps qu'au cabinet. Kinésithérapeute aujourd'hui, c'est accompagner le corps dans son vieillissement, depuis la fin de la croissance jusqu'à la fin de la vie. C'est permettre à ceux qui parmi nous vont vieillir longtemps et très longtemps, de vieillir bien, de vieillir mieux, d'avoir une belle attitude, d'avoir un corps disponible pour tous les besoins de la vie quotidienne. Kinésithérapeute aujourd'hui, c'est accompagner le corps dans sa beauté, c'est effectivement participer à l'esthétique corporelle, apprendre à chacun comment prendre soin de sa peau, apprendre à chacun comment prendre soin de lui, aider le corps à rester beau. Kinésithérapeute aujourd'hui, c'est évidemment prendre soin de l'attitude, de la posture. Chacun d'entre nous voudrait conduire ses patients dans la plus belle attitude possible. Chacun d'entre nous voudrait voir ses patients vieillir sans douleur, vieillir sans souffrance, mais vieillir aussi longtemps avec un corps qui physiquement répond à toutes les demandes, capable de mouvement, capable d'activité physique à tous les âges de la vie. Kinésithérapeute aujourd'hui, c'est aussi être le conseiller, c'est aussi être l'ergonome, c'est celui qui va conseiller l'enfant et qui va conseiller l'enseignant, l'éducateur, le professeur à l'école, pour permettre à l'enfant d'avoir la meilleure attitude possible, pour éviter le port de cartable trop lourd, par exemple, pour permettre de favoriser les bonnes positions assises à l'école. C'est aussi celui qui, dès l'entreprise, va favoriser l'adaptation d'un poste de travail adapté, pour éviter simplement que, lors d'une activité professionnelle identique pendant de nombreuses années, le corps ne soit déformé. C'est enfin celui qui va savoir conseiller en permanence pour toute l'ergonomie de la vie. Kinésithérapeute nous sommes. Kinésithérapeute, nous avons une place à part dans la société. Nous avons une place à part dans les soins et nous avons une place à part dans le conseil et l'accompagnement de chacun.
Au travers des diverses techniques que je vais vous présenter maintenant, nous allons essayer d'ouvrir cette voie, ouvrir les voies de la diversification et de voir ensemble toutes les possibilités qui s'offrent à nous au cours de notre carrière. Vous saurez ensuite choisir parmi toutes ces possibilités celles qui vous conviennent vraiment, celles où vous allez être performant, celles où vous allez pouvoir ouvrir votre activité et devenir un meilleur kinésithérapeute. Voyons cela maintenant. Vous saurez ainsi, parmi toutes les techniques qui nous sont proposées, parmi toutes les techniques qui nous sont autorisées par notre décret de compétence, choisir celles qui, en plus des actes de thérapie traditionnels, sauront vous intéresser. Vous saurez choisir celles pour lesquelles vous serez compétent, celles pour lesquelles vous pourrez ouvrir votre activité. Et si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi vous diversifier en offrant à votre clientèle une nouvelle ouverture qui vous permettra de trouver un intérêt plus grand dans votre profession. Dans l'abord du corps, au niveau de la peau, en particulier dans les techniques que nous avions nommées dans le passé kinésithérapie esthétique, mais qui sont surtout des techniques d'entretien du corps et d'entretien de la peau. Il en est une en particulier que nous connaissons tous, une que nous avons peut-être ignorée ou mis de côté pendant quelque temps, mais qui est vraiment une empreinte de la kinésithérapie. Ce sont les techniques de masser roulé ou palper roulé. Beaucoup de gens connaissent ces techniques, beaucoup savent à quoi elles servent. En fait, pour reprendre dans le détail ces techniques, pour expliquer à quoi ils servent, il faut considérer la peau de l'individu. La peau qui devient au fur et à mesure des années adhérente. Adhérente dans les mouvements limités, adhérente dans les zones qu'on utilise le moins, adhérente en particulier dans les zones concaves, dans les creux du corps, dans le creux lombaire, également sur tout l'ensemble du dos. Avec les années, cette peau qui nous enveloppe, c'est comme un scotch, c'est comme une adhérence totale sur l'ensemble du corps. Le défaut de liberté dans le corps commence par la peau. Le défaut de liberté, nous pouvons le lever simplement avec nos mains en travaillant cette peau et en apportant un grand bien-être au corps. Nous savons tous prendre ce pli de peau. Nous savons tous le faire progresser, le faire avancer le long de la colonne vertébrale. Chacun d'entre nous sait encore qu'il faut savoir libérer le tissu de surface, qu'il faut savoir prendre le pli, le décoller. Sur un corps effectivement travaillé, ce pli de peau va progresser facilement, aisément. Mais parfois, il nous faudra plusieurs séances pour à nouveau libérer la peau. Et une peau bien libérée sur l'ensemble du corps, c'est vraiment quelque chose qui est vécu et ressenti par l'individu ou le patient auquel on le fait. C'est un des premiers actes que vous pouvez proposer, un acte simple qui n'utilise que vos mains et qui veut vous permettre d'apporter une première liberté au corps, d'aborder le corps par sa peau et de permettre à vos patients de découvrir une nouvelle sensation. Cette technique du palpé roulé est effectivement adaptable sur d'autres parties du corps. Par exemple, lorsque vous voulez lutter contre les adipocytes, vous allez travailler en particulier au niveau de la culotte de cheval. Vous allez essayer là aussi de libérer les adhérences profondes, de recréer progressivement un pli cutané et vous aurez certainement du travail pour de nombreuses séances pour libérer régulièrement toutes les zones cutanées dans cette partie du corps. Enfin, en s'étendant aux membres inférieurs, là aussi, vous pourrez réaliser le même travail. Vous agirez en plus, comme pour le travail présenté précédemment, dans un but de prévention qui va vous permettre de favoriser la circulation de surface dans la peau et aussi d'éviter les adhérences tissulaires, ce qui permettra à vos patients et à vos patientes un mieux-être pour les années à venir. Dans l'utilisation de ces techniques
il y a aussi la possibilité pour vous d'utiliser un appareillage. Les techniques instrumentales qui permettent de travailler la peau en surface ont fait preuve de leur efficacité également. Chacun d'entre vous est libre de les utiliser. Si elles nécessitent un investissement, si dès le départ il faut effectivement acheter un matériel, cet investissement peut être rentabilisé. Il vous appartient de réfléchir à l'opportunité d'un tel investissement. Selon le lieu où vous êtes installé, selon les possibilités de développement de votre clientèle, il est peut-être intéressant pour vous, et peut-être même n'y avez-vous pas pensé encore, à faire une étude de marché, à faire une étude de clientèle pour savoir s'il n'y aurait pas un intérêt à développer ce créneau. C'est à vous qu'il appartient de savoir faire l'étude de marché pour pouvoir ensuite décider d'investir dans ce domaine. Dans les méthodes manuelles que nous pouvons utiliser, il en est une seconde qui est particulièrement intéressante. À nouveau, cette méthode ne demande que les mains. Toutes les techniques superficielles proposées par le massage réflexe, techniques dites de surface, ont un grand intérêt au niveau du confort et du bien-être apporté au corps. Technique également peu usitée. Et pourtant, à chaque fois que je la propose à un patient ou une patiente, c'est toujours un résultat bénéfique et un grand bien-être qui est ressenti. Ces techniques qui abordent la peau en surface ont en fait une visée circulatoire. Visée circulatoire, bien sûr, qui sont réalisées comme des techniques à visée artérielle. L'ensemble de ces techniques réflexes, réalisées régulièrement chez des patients, permettent de favoriser la circulation. En fait, chez beaucoup de petits problèmes qui ne sont jamais pris en compte, que l'on oublie, et qui sont pourtant la difficulté ou l'inconfort quotidien de certains patients, des personnes âgées, telles que les pieds froids, telles que les jambes lourdes, telles que les difficultés circulatoires de surface, avec une circulation de surface, une peau qui fait apparaître une revascularisation. Il est intéressant de proposer ces techniques de massage réflexe. Vous les réalisez par cycle de 6 séances au niveau des membres inférieurs, et 6 séances suffisent largement pour permettre à nouveau de favoriser ou de stimuler la circulation. Ces techniques telles que je les présente, vous les utilisez effectivement au niveau de la cuisse, toujours sur la face antérieure et antéro-interne du genou, enfin sur la face antérieure et antéro-externe de la cheville puis du pied. Ces techniques s'étendent également à la jambe et au pied. C'est la répétition du geste, le fait de passer la main ainsi, juste sur la surface du tissu, et de répéter ce glisser cutané qui va stimuler les tissus de surface et qui va favoriser à nouveau la circulation artérielle. Chaque technique est réalisée environ 12 minutes par membre pour obtenir un résultat positif. Enfin, on n'oubliera pas, à la fin de cette technique, ce que nous ne démontrerons pas maintenant, mais que vous aurez plaisir à réaliser ou à apprendre si vous ne le savez pas, de pratiquer les traits de base, dit les traits d'équilibration au niveau circulatoire, que chacun d'entre nous connaît dans les techniques de massage réflexe. Parlons bien sûr du drainage lymphatique. S'il est bien une méthode qui revient au kinésithérapeute, s'il est bien une méthode qui demande la technicité du kinésithérapeute, s'il est bien une méthode efficace et reconnue efficace parmi la population, c'est bien le drainage lymphatique. Depuis Leduc et Vauder, ces méthodes ont évolué. Mais, toujours, si les indications ont évolué, ce sont des techniques de surface qui apportent un confort évident à l'individu.
Le drainage lymphatique, quel qu'il soit, commencera toujours par un travail au niveau ganglionnaire. Il s'agit toujours de techniques de surface. Nous travaillons bien sûr toujours avec des manœuvres d'appel. Le travail de la main se fait avec un poids inférieur au poids de la main. Il s'agit ici de drainer la lymphe parmi les canaux lymphatiques. Après un travail ganglionnaire, la main va se déplacer toujours d'une façon proximo-distale, c'est-à-dire comme une manœuvre d'appel. Le but de la manœuvre ici est d'appeler la circulation, d'attirer la lymphe dans les canaux de surface. Les mains se font progressivement à la méthode. L'important ici, c'est de savoir aller lentement. L'important ici est de se donner le temps de la méthode. C'est toujours une progression lente. C'est tout l'art du kinésithérapeute de savoir expliquer à son patient ou à sa patiente que le temps nous est nécessaire, que le temps pour drainer un membre en entier est environ de 20 minutes. Quand proposer à nos patients des séances de drainage lymphatique? Il est bien évident qu'il existe une demande vraie, de la part des femmes en particulier, d'utiliser cette méthode pour lutter contre les résidus de surface, contre les adipocytes, contre la cellulite. Et là, la méthode est tout à fait indiquée. Il faudra sans doute plusieurs séances pour pouvoir drainer correctement les membres et favoriser à nouveau une circulation de retour et un embellissement de la peau. Mais il est d'autres indications au drainage lymphatique. Le problème des jambes lourdes, qui est un problème qui ennuie énormément les femmes, existe parfois dès la grossesse. Et savoir drainer les jambes d'une femme enceinte, c'est quelque chose de positif que vous pouvez lui proposer, ne serait-ce que pour son confort. La position assise prolongée a tendance à limiter la circulation de retour. De même, après un voyage prolongé, en autocar par exemple, la circulation dans les membres inférieurs est également difficile. Enfin, et c'est une des indications principales du drainage lymphatique dans ce cas, les troubles circulatoires, les sensations de jambes lourdes ressenties après un voyage en avion, dus au mécanisme de pression et dépression à l'intérieur de l'habitacle, peuvent être aisément soulagées et disparaître totalement après 2 à 3 séances de drainage lymphatique. Proposez à vos patients ou à vos patientes, lorsqu'ils voyagent ainsi pendant des durées assez longues ou régulièrement en avion, des séances de drainage lymphatique et vous verrez que vous leur apporterez beaucoup de confort et de bien-être. S'il est un domaine qui est entièrement de la compétence du kinésithérapeute, s'il est un domaine où on attend avant toute chose un masseur kinésithérapeute, c'est effectivement celui du massage. Le massage bien-être, massage de relaxation, massage de remise en forme, est vraiment une demande permanente des patients qui viennent nous voir au cabinet ou d'autres personnes encore. Aborder le corps par le massage permet effectivement de débuter nos séances de kinésithérapie traditionnelles. Mais ici, il s'agit de répondre à la demande de tous ceux qui, un jour ou l'autre, à un moment donné de leur vie, souhaitent bénéficier d'un vrai massage. Ou, sinon chez le masseur kinésithérapeute, peut-on espérer avoir un vrai massage avec des mains expertes? Le massage de bien-être, c'est une séance que l'on propose d'emblée dans son cabinet de soins. C'est une séance qui est proposée par un affichage dès la salle d'attente, comme une technique que l'on peut demander en dehors de toute prescription médicale, simplement pour son plaisir personnel ou pour son confort. Lorsqu'on a été fatigué, lorsqu'on a été stressé, lorsque simplement
au décours d'une période particulière de sa vie, on souhaite se remettre en forme, on va voir un masseur. Ceci existe dans tous les pays du monde. L'accueil du corps par le massage est le meilleur accueil que l'on puisse réaliser. Comment réaliser ce massage? Chacun d'entre nous a sa propre façon d'aborder le corps. Que vous ayez l'habitude d'utiliser un talc, une crème de massage, une huile de massage, voire que vous connaissiez suffisamment bien l'application des huiles essentielles pour pouvoir proposer l'utilisation de ces huiles dans le massage de confort ou de bien-être. L'essentiel est que vous puissiez vous sentir à l'aise dans cette technique et que vous puissiez la proposer régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient pleinement. Après, c'est vous qui décidez d'organiser la séance en fonction de l'abord du corps et aussi en fonction de la demande de la personne que vous massez. Effectivement, la pratique d'un massage global relaxant, d'un massage de bien-être, va bien sûr d'abord s'intéresser au dos. L'important ici est de travailler à la fois les tissus de surface et aussi de s'intéresser à la détente musculaire. C'est la durée du massage qui va agir sur son efficacité. Le fait de répéter le passage de la main d'une façon régulière, la stimulation des tissus de surface va permettre également de drainer les canaux, de favoriser la circulation de retour, d'apporter la détente, le confort et le bien-être. Dans tous les cas, il faut faire durer ce massage suffisamment longtemps. L'important ici est d'intéresser tout le corps. Le massage ne sera donc plus étendu seulement au niveau du dos, mais va intéresser également membres supérieurs, les épaules et les membres inférieurs. Si vous voulez mettre votre bras ici. Au niveau des épaules, bien sûr, et rien qu'à le voir, on le ressent déjà, le bien-être apporté par ce massage en étirement des trapèzes, des muscles paracervicaux, est vraiment un massage qui conduit au confort, qui conduit à la détente. N'hésitez pas à répéter ce geste. Vous pouvez effectivement associer à ce massage l'application à distance d'un infrarouge. Vous pouvez de la même façon réaliser ce massage dans une attitude non thérapeutique, c'est-à-dire incorporer au moment du massage, puisque c'est une détente et une relaxation que vous faites, par exemple un fond musical. Pensez toujours que c'est la répétition et la durée qui vont jouer sur l'efficacité de votre technique. Un massage prolongé, bien fait, apprécié par le patient ou la patiente, et c'est effectivement beaucoup d'autres personnes qui en auront la demande parce qu'ils auront entendu parler de votre méthode. Et nulle part ailleurs, sinon dans votre cabinet, on ne peut trouver cette technicité. Au niveau des membres inférieurs, le massage a effectivement un but trophique et un but circulatoire. C'est effectivement la plus grande demande avec le massage confort au niveau des épaules et du cou. Et le massage à ce niveau doit toujours se faire avec une légère flexion de genoux et peut-être une déclive au niveau des membres inférieurs lorsque cela est possible. Ce massage au niveau des membres inférieurs intéresse beaucoup les gens du milieu sportif. C'est souvent un massage préparatoire à l'effort physique, et on sait, pour en voir les images partout, lors des grands matchs de foot par exemple, que les masseurs kinésithérapeutes du milieu sportif utilisent efficacement le massage
pour préparer les sportifs à la compétition. C'est également un massage qui intéresse le sportif amateur parce qu'il lui permet, avant ou après son entraînement personnel, de se sentir en meilleure forme, ce qui lui permet aussi de tirer un meilleur parti dans son entraînement personnel et du plaisir qu'il a à faire du sport. Chacun d'entre vous aura le choix d'alterner les méthodes et les techniques en fonction des habitudes de ses mains. Il n'y a pas lieu ici de dire telle ou telle méthode est la bonne. Je crois que la bonne méthode dans le massage, c'est celle que vous aimez utiliser, celle qui apporte du confort et du bien-être à vos patients. Dans tous les cas, bien sûr, on n'oubliera pas de commencer par quelques manœuvres d'appel. Et puis, lorsqu'on s'adresse à un muscle déjà chaud, ensuite, utilisez les techniques telles que le pétrissage ou les pressions glissées profondes pour favoriser toujours le drainage et la circulation de retour. Le massage au niveau des membres inférieurs, lorsqu'il s'agit de le réaliser dans un but de confort, est un massage qui doit être prolongé pendant plusieurs minutes. Pour la représentation de l'image, je ne prends pas le temps de retravailler l'autre membre inférieur, mais je vous montre la manière dont vous pouvez effectivement, par des pressions glissées profondes prolongées, travailler sur les deux membres inférieurs associés. Autant à ce niveau-là, vous éviterez les pressions glissées profondes au niveau du creux poplité et vous intéresserez avant tout aux grandes masses musculaires, autant vous pourrez travailler autant que vous le voulez sur les tendons d'Achille qui sont toujours une zone de tension et parfois aussi une zone d'incrustation d'éléments qui ont été générés par l'activité sportive. Enfin, dans tous les cas, n'oubliez pas que lorsque vous utilisez un massage de bien-être, si vous souhaitez que la personne quitte votre cabinet avec une sensation de bonne forme, vous devez terminer par des techniques superficielles qui ont tendance à nouveau endormir les muscles, endormir le corps et qui donnent cette sensation de légèreté que l'on ressent après un massage prolongé. Au niveau des membres inférieurs, nous utilisons une crème de massage plutôt qu'une huile. C'est simplement un choix personnel. Il existe de fait beaucoup de crèmes qui ont un effet circulatoire, un effet apaisant et qui permettent d'être de très bons produits de glissement lorsqu'on réalise des massages au niveau des membres inférieurs. La technique ici, effectivement, au niveau des grands muscles de la cuisse, de même qu'au niveau du mollet, est toujours une technique d'appel au départ. Prendre le soin d'aller lentement, prendre le soin de faire des pressions qui seront progressivement plus appuyées. Toujours l'idée d'apporter du confort à son patient ou à sa patiente. C'est pour cela qu'il vient nous voir, c'est pour le bien-être. Et la dépense physique du kinésithérapeute est suffisante pour pouvoir se dire que ça vaut la peine d'essayer de réaliser le geste le mieux possible. Effectivement, la loge antéro-externe de la cuisse, la loge antérieure de la jambe, le mollet, sont toutes les zones que nous allons masser. L'idée ici, lorsqu'on veut faire disparaître la sensation de jambes lourdes, lorsqu'on veut améliorer, c'est bien d'aller dans le sens des fibres musculaires.
que ce soit par la pression superficielle, le glissement, que ce soit des méthodes de pression glissée profonde, ou encore des méthodes de pétrissage, comme on utilisera plus fréquemment chez le sportif. Nous travaillons ici non pas dans un but esthétique et cutané, mais bien dans un but circulatoire. L'idée est d'apporter un réchauffement musculaire, en même temps que l'on apporte un drainage de la profondeur. C'est le ressenti du patient ou de la patiente qui vous dira rapidement si votre geste est juste adapté comme il faut au confort qu'il cherche à obtenir. L'ensemble du massage général du corps, pour être apprécié, pour être quelque chose qui ne peut se trouver que dans votre cabinet, est une technique qui durera environ 40 minutes. Non, vous ne levez pas le pied. Bien sûr, l'effet de déclive en fin de séance. Et ici, il y a affaire à une patiente qui n'est pas trop grande. La position est pour moi très adaptée. Est un effet qui est très agréablement ressenti. Dans tous les cas, vous pouvez d'ailleurs, si vous avez la possibilité de le faire selon l'aménagement de vos locaux, permettre à la personne, à la fin de ce massage, de rester pendant 15 à 20 minutes supplémentaires, par exemple en écoutant une musique agréable, simplement avec les jambes relevées, légèrement, pour continuer le travail de drainage fait par les canaux sanguins et lymphatiques. Chez le sportif, qui voudra au contraire favoriser son activité préparatoire ou au contraire son activité de drainage après l'effort, vous pourrez également le conseiller sur un travail ou une gymnastique respiratoire en insistant effectivement sur le travail expiratoire abdominal, ce qui lui permettra de favoriser le drainage de retour. Le fait d'enfermer ainsi le membre complètement et de remonter à vitesse lente le long de la jambe apporte également un très grand confort. Enfin, le massage général du corps s'intéresse enfin au membre supérieur, bien sûr. Le membre supérieur qui, effectivement, ne comporte pas de gros muscles et qui ne nécessite pas un travail dans la profondeur musculaire, mais le bien-être éprouvé lors du massage à partir d'une technique appliquée sur la main, on laisse le bras libre, et qui s'étend à tout le membre supérieur, favorise ici aussi la circulation de retour, apporte du confort, et dans tous les cas, le bien-être ressenti à la fin de la séance, le massage au niveau du membre supérieur, on laisse le bras libre tout le temps, le bien-être ressenti à la fin de la séance, le membre supérieur est massé pendant environ 3 à 5 minutes, est une sensation de légèreté dans les deux membres supérieurs. Ici aussi, les techniques circulaires fermées avec une pression faible, mais continuellement maintenue
depuis l'extrémité du membre jusqu'à son origine, ont un effet circulatoire de confort très apprécié par les patients. Voilà globalement l'ensemble de la technique que l'on peut appliquer et offrir dans son cabinet de kinésithérapie à toute personne qui souhaite ou qui nous demande un massage. En fait, selon la demande de la personne, on peut développer plus particulièrement le massage au niveau des membres inférieurs, au niveau du dos ou simplement au niveau des épaules et du cou pour le confort et le bien-être de nos patients. Une technique très en vogue aujourd'hui et dont on entend parler est la technique de massage assis. La technique de massage assis est une technique qu'on peut utiliser autant dans les lieux publics ainsi qu'elle est présentée parfois qu'également à son cabinet. En fait, c'est une technique qui se réalise sur le dos, depuis les épaules, le cou, jusqu'au bas du dos. C'est une technique où la personne peut rester vêtue. Entre autres choses, parce que je ne vais pas vous détailler la technique maintenant, qui nécessite un apprentissage, il s'agit d'apporter du confort à l'individu en réalisant, au travers des vêtements, une sorte de massage friction, massage échauffement, dans un but de détente. Le patient est toujours en position à genoux, sur un siège adapté avec un support frontal. Le massage intéresse évidemment la zone cervicale, les épaules, les muscles périscapulaires, tous les muscles sujets à tension. Le massage répété, qui dure quelques minutes, 10 à 12 minutes maximum, s'étend également sur les parties du dos, latéralement et le long de la colonne vertébrale. Le but ici est d'apporter un confort, une détente, un réchauffement des muscles de surface et de provoquer l'abandon et le laisser-aller de la personne qui reçoit le massage. C'est un massage que des masseurs kinésithérapeutes réalisent aujourd'hui aussi bien sur les bords d'autoroute, le jour des grandes envolées, lorsque nous sommes nombreux sur les autoroutes. C'est un massage que l'on voit aussi se réaliser, être proposé par des masseurs kinésithérapeutes dans les entreprises, simplement un type de détente. Récemment même, j'ai vu 2 kinésithérapeutes réaliser ce genre de technique gratuitement comme une invitation. Il s'agissait en fait d'une publicité pour accueillir des patients dans un grand magasin. Mais c'était des kinésithérapeutes qui effectivement réalisaient les gestes du massage. Et il y avait une demande réelle de toutes les personnes qui passaient. Cette technique, qui paraît en fait comme une nouveauté dans notre profession, est aussi sans doute un moyen d'attirer les gens sur le geste du massage. Il ne faut pas la critiquer ni la réfuter. Ces gens qui découvrent ainsi le bien-être du massage auront sans doute envie d'aller plus loin et peut-être même qu'ils viendront ensuite chez vous demander un massage de confort ou un massage plus prolongé quand ils en auront ressenti les bienfaits. 10 à 12 minutes de cette technique dont vous pouvez apprendre en fait toute l'application au cours de stages pratiques. Les techniques de chaîne musculaire peuvent nous apporter aussi beaucoup dans la façon de conseiller nos patients. Les techniques de chaîne musculaire nous enseignent la posture, la bonne attitude. Ce que nous savons à travers ces techniques, dans notre façon de lire le corps, c'est la façon dont le corps va évoluer avec les années. À partir d'un examen du corps, d'un bilan fait au départ, il s'agit par exemple, à partir d'un simple levier vertical, d'évaluer l'attitude de la personne, à savoir la personne est-elle la moitié du corps en avant, la moitié du corps en arrière, a-t-elle le dos plus ou moins postériorisé, a-t-elle une cambrure trop importante, a-t-elle les genoux en dedans, en dehors? Quel est, dans son attitude, son défaut principal? Plus encore, dans cette attitude, il nous faut lire la façon dont le corps va évoluer. Un défaut lombaire chez une jeune femme, par exemple,
peut, avec une ou deux grossesses, devenir une cambrure pathologique qui sera l'origine de problèmes de dos. Un problème de genou, de torsion tibiale interne, souvent inesthétique, peut conduire aussi, 20 ou 30 années plus tard, à une arthrose. Enfin, tout le tassement, le fait d'une position assise prolongée trop importante au cours de la jeunesse et dans les études supérieures, peut aussi conduire à un relâchement du ventre, à un abdomen en avant. Tout ceci n'est pas de la pathologie. Tout ceci est de l'attitude. Or, nous, kinésithérapeutes, savons lire la mauvaise attitude. Il nous appartient donc, à partir de cette lecture, de pouvoir conseiller nos patients, de pouvoir en fait prévenir ce que seront les difficultés du corps à l'avenir, les déformations et ce qui pourrait aussi devenir une pathologie. Dans une attitude comme celle-ci, lorsqu'une patiente se voit par exemple dans un système de glace avec de glace à 90 degrés, on peut lui montrer sa mauvaise attitude. L'éducation posturale que nous pouvons lui apprendre, c'est la conduire à sa plus belle attitude. Par exemple, ici, vous allez mettre les deux pieds sur la même ligne. Voilà, vous avancez un peu les pieds et vous ne mettez pas plus large qu'un pied ou ma main entre vos deux pieds. Resserrez vos deux pieds si vous le voulez bien. Dans cette attitude, à partir de l'attitude de base, nous allons apprendre à la personne à simplement modifier la position de ses genoux. Il est bien évident que ce n'est pas parce que nous lui apprenons à modifier cette position qu'elle va y parvenir. C'est un apprentissage. Il va falloir que nous lui conseillions sur les mouvements qu'elle va réaliser au niveau des fessiers, par exemple, sur la façon d'aller basculer son bassin autrement pour pouvoir recentrer ses rotules en avant. De la même façon, le simple fait d'apprendre à une personne, par exemple, à maintenir l'élastique du slip horizontal, c'est une lecture facile pour tout le monde devant sa glace, va apprendre aussi à bien positionner le niveau lombaire, à bien positionner son sacrum, de même qu'à corriger le ventre et à éviter son relâchage en avant. Enfin, la position du haut du dos et des épaules est également importante. Là aussi, par rapport à la position standard, il suffit de dire que le sternum doit être situé en avant du ventre ou en avant du pubis en permanence pour que notre patiente puisse, dans tous les cas, reconnaître et trouver sa bonne position. La bonne position, enfin, sera celle qui va nous positionner la tête dans son meilleur axe, avec un cou libre et détendu et un regard horizontal. Ce qui est simple à dire pour nous, c'est que, simplement, en jouant sur les tensions musculaires, en jouant sur les leviers, à partir du moment où, lors de notre bilan de départ, si nous partons d'une mauvaise attitude, remettez-vous dans votre attitude, jeune homme, voilà. Si nous partons d'une mauvaise attitude, si nous pouvons rien qu'à la fin du bilan, en positionnant la personne, obtenir une attitude corrigée, c'est que cette attitude existe déjà dans le corps. Cette attitude, serrez un peu les fesses, rentrez le ventre, avancez le sternum légèrement, grandissez-vous, voilà. Cette attitude corrigée existe déjà dans le corps. Il ne manque simplement qu'à raccourcir certains muscles, à allonger quelques autres, pour que l'attitude soit définitive dans le corps. C'est donc une attitude inscrite dans l'individu que nous allons lui donner. C'est en fait sa plus belle attitude du corps. Donc, à tous les âges de la vie, mais en particulier après les moments de fatigue, ou simplement lorsque, arrivé à l'âge adulte, on n'a pas encore atteint sa plus belle position et qu'on sent qu'une correction est possible, vous pouvez proposer à vos patients et à vos patientes comment corriger leur attitude, comment avoir la meilleure attitude, et dans ce cas, bien sûr, leur conseiller les exercices musculaires qui leur seront adaptés pour pouvoir stabiliser cette position définitivement dans leur corps. Les techniques de modelage sculptural, qui sont effectivement directement issues des techniques de chaîne musculaire, nous permettent également de corriger l'attitude. En fait, dans le modelage sculptural, on va essayer d'expliquer à la personne quelles sont les meilleures postures à adopter, par exemple en assis. Pour ce travail, où nous allons essayer de libérer à la fois la zone lombaire, la zone des épaules et améliorer toute l'attitude pour éviter ou pour donner du confort à la position assise ou pour éviter toute fatigue de longue durée, vous pouvez mettre les deux jambes l'une
contre votre comme ceci, les genoux ouverts. On peut proposer ce travail sur un coussin d'équilibration. Il s'agit ici de réapprendre, de trouver les positions de confort. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent d'un poste de travail assis prolongé et de la fatigue qu'ils ont ou de la non-adaptation qu'ils font à leur poste de travail. En fait, il s'agit simplement parfois d'aider, de détendre la zone lombaire basse dans la position assise. Il s'agit aussi d'apprendre à la personne simplement à modifier son attitude, à modifier la position du regard, parfois à modifier la position d'un écran d'ordinateur en face du bureau. Enfin, dans ces positions, il s'agit aussi de voir tout ce qui sera fait dans la position des bras. Le travail des bras en position d'écriture, le travail des bras en position posée sur une table, lors des positions assises prolongées, doivent être étudiés. Enfin, bien sûr, à partir du moment où on va travailler le positionnement des bras, on s'intéressera beaucoup à détendre la zone cervicale, la zone cervico-scapulaire, pour pouvoir expliquer à la personne qu'il n'est nul besoin de lever les épaules, par exemple, lorsqu'il s'agit de lever le bras, mais au contraire que l'épaule doit être librement descendue, abaissée, détendue dans la position de travail. De la même façon, lorsqu'il s'agit de l'élévation des bras, on va bien apprendre à la personne à basculer son bassin en avant, de telle façon à ce qu'elle ait le confort maximum lorsqu'elle doit travailler les bras relevés. Vous levez les deux bras et vous basculez votre bassin en avant. Vous creusez votre dos, vous descendez les bras et vous laissez aller le bassin. L'adaptation sur un coussin proprioceptif comme celui-ci permet à la personne de bien sentir ses appuis. Effectivement, parvenue à son poste de travail, dans une position assise prolongée, elle se rendra compte au bout d'une demi-journée de travail ce qu'elle doit modifier dans son attitude pour parvenir à ressentir du confort au quotidien dans la position assise répétée. Lorsque nous utilisons cette technique de modelage sculptural, il peut arriver que certaines personnes soient véritablement verrouillées, par exemple au niveau du bas du dos. Une technique que nous proposons parmi toutes les techniques possibles, puisqu'il y a de nombreuses techniques adaptables en fonction de la posture de la personne, est une technique qui va correspondre à lui faire prendre conscience de la position de son bassin. Vous allez vous prendre la barre, voilà, comme ceci. Le kinésithérapeute se place en avant et dans cette position, il va pouvoir guider le bas du dos de la personne pour essayer de lui faire sentir les différentes positions assises. C'est une attitude de confort pour le kinésithérapeute. C'est également une attitude de confort pour le patient ou la patiente. Il n'y a aucun effort, c'est simplement un placement des bras en hauteur pour bien sentir le travail qui se fait à partir des muscles du bas du dos. Enfin, lorsque le verrou existe vraiment et lorsque la personne ressent une difficulté ou une impossibilité, on peut aider simplement en réalisant une traction progressive pour assouplir les muscles du bas du dos, permettre de favoriser la posture et enfin aller progressivement vers la meilleure position qui sera la position de confort ensuite, adaptée à la position assise. Enfin, dans l'apprentissage de la posture, il faut effectivement se remettre en situation sur un siège traditionnel. On peut accompagner cet apprentissage en utilisant toujours notre coussin proprioceptif, on s'assoit à nouveau, qui reste souvent un coussin de confort qui est conservé par la personne, qui lui permet d'être toujours dans une position équilibrée au niveau de son bassin et enfin, dans cette position, de pouvoir garder en permanence la bonne attitude au travail sans fatigue. Il s'agit ici d'un rôle de prévention, un rôle d'apprentissage, également un rôle d'entretien du dos et de la colonne vertébrale de nos patients et de nos patientes. Enfin, dans notre rôle de conseil, il nous revient bien sûr de pouvoir proposer une adaptation du poste de travail, en particulier de la position assise. À notre époque où nombreux d'entre nous passent leur journée en position assise, l'adaptation par exemple des sièges assis à genoux est un excellent compromis entre la position à genoux qui permet de libérer le bas du dos et la position assise
qui permet de travailler un poste adapté. Ainsi, sur un siège oblique de cette façon, le report des charges habituellement réalisé directement au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'appui des bras du corps en avant sur le bureau, le poids des épaules, le poids du haut du corps et du buste, repose entièrement sur la cinquième lombaire. Eh bien, lorsque la personne utilise un siège assis à genoux, à partir du moment où elle s'y est adaptée, le report des charges est divisé par 3. Une charge, un tiers de la charge sur chacun des membres inférieurs et des genoux, et un tiers de la charge uniquement sur les fesses et sur le bassin. À la fin de la journée, c'est 3 fois moins de fatigue pour le dos. À la fin de la semaine aussi, et à la fin de la vie aussi. Et l'important pour nous, c'est de permettre à chacun et chacune de nos patients de pouvoir vivre en harmonie avec son dos en fonction du poste de travail qui lui est imposé, en fonction d'un travail de bureau. C'est donc dès à présent qu'il nous faut, nous, kinésithérapeutes, enseigner à chacun les bonnes positions assises. Parmi les techniques d'ostéopathie, les techniques membranaires, techniques crânio-sacrées en particulier, sont l'essence même de l'ostéopathie et des techniques de bien-être et de rééquilibration du corps. Les techniques membranaires intéressent à la fois l'occiput et le sacrum. L'important ici est, avec une écoute active, c'est-à-dire en ayant appris à ressentir avec ses mains ce que l'on nomme traditionnellement le mouvement respiratoire primaire, qui est effectivement un mouvement membranaire inscrit dans chacun de nos corps. Le principe ici est d'accompagner ce mouvement, de le normaliser ou de l'équilibrer. Chacune des techniques est adaptée aussi bien à l'enfant qu'à l'adulte. Effectivement, chez l'enfant, la normalisation crânio-sacrée est parfois nécessaire, et parfois dès le plus jeune âge, lorsqu'on a un enfant qui s'endort difficilement, qui sanglote souvent, qui a des difficultés à prendre un biberon dans un délai normal, par exemple, qui va passer plus de 40-50 minutes à prendre son biberon. Enfin, un enfant agité. Mais de même, il est important de savoir ressentir. L'écoute, savoir ressentir l'équilibre qui existe dans le mouvement entre le crâne et le sacrum. La technique que je vous présente actuellement est une technique toute faite de sensations. Il appartient au masseur kinésithérapeute de pouvoir utiliser son outil exceptionnel qui est sa main pour pouvoir ressentir ce mouvement membranaire. Lui seul, habitué à toucher les corps, habitué à les ressentir, est capable d'avoir cette capacité, cette perception, qui est une perception tout en finesse, et de réaliser les corrections, les normalisations nécessaires. Il suffit souvent, simplement de quelques minutes, pour faire ressentir au patient un grand bien-être à travers son corps. Il suffit souvent de 2 ou 3 séances seulement pour rééquilibrer, pour normaliser totalement l'équilibre crânio-sacré. Et lorsque cet équilibre est rendu à nouveau au patient, alors il se sent parfaitement bien avec lui-même. L'important ici, pour nous kinésithérapeutes, est de savoir proposer notre technique, pouvoir proposer cette écoute à chacun de ceux qui se plaignent un peu, mais peu à la fois, de difficultés, de sensations de déséquilibre dans leur corps, de sensations de quelque chose d'anormal et pourtant pas pathologique, qui nous fait penser qu'il peut y avoir simplement une anormalité au niveau de la respiration primaire. Je vous invite bien sûr à apprendre au cours de stage cette sensation privilégiée et à pouvoir ensuite la faire ressentir à vos patients. C'est effectivement une des plus belles méthodes que nous offre l'ostéopathie. Enfin, dans les techniques d'ostéopathie,
une des techniques les plus appréciées, qui conduit effectivement au calme et qui permet à n'importe lequel d'entre nous, avec des mains bien entraînées, d'apporter du confort et du bien-être tout en régularisant l'ensemble du corps, c'est le pompage crânio-sacré. Toutes ces techniques, quelles qu'elles soient, sont des techniques qui nécessitent nos mains. Toutes ces techniques, ainsi que vous le voyez, et ainsi qu'il faut le répéter à tous, sont des techniques d'une douceur extrême. Ce sont vraiment des techniques membranaires. Il n'y a aucune agressivité pour le corps. Il ne s'agit pas ici de parler de manipulation, il s'agit ici de parler de normalisation, de parler d'homéostasie. Notre but, et ceci est compris aujourd'hui par beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes parents, est de savoir, avec nos mains, apporter l'équilibre et le bien-être dans le corps, régulariser les tensions, régulariser les influx, et apporter à chacun le confort, la normalité, le bien-être avec soi-même. Ainsi que vous le voyez, ces techniques de pompage très douces, en fait, semblent ne donner lieu à aucun mouvement. Et pourtant, actuellement dans mes mains, c'est bien un occiput, ce sont bien des membranes, il y a bien un mouvement que je ressens. Il nous appartient à tous de mettre en évidence ce mouvement. Chacune de nos patientes est capable de le ressentir en lui-même, d'en ressentir le bienfait, le bien-être, et de pouvoir se dire que, quels que soient les événements traumatisants de sa vie, parfois, une simple normalisation de confort ainsi réalisée permet de se ressentir parfaitement bien après un passage difficile. Je vous invite donc à apprendre, à vous entraîner, à ressentir avec vos mains et à pouvoir réaliser tous ces gestes pour les proposer à vos patients. Les techniques d'entretien du corps sont entièrement du domaine du masseur-kinésithérapeute. Dans ces techniques, la gymnastique éducative, la gymnastique d'entretien sont des techniques qui nous sont tout à fait réservées. En fait, nombre de nos patients sont souvent à la recherche de demandes, de conseils. Ils veulent savoir quels sont les mouvements qui leur sont adaptés. L'important pour nous, avec nos connaissances du muscle, avec nos connaissances des articulations, avec surtout nos connaissances et nos capacités à réaliser un bilan pour chaque personne, c'est de pouvoir dire à chacun quels sont les bons mouvements pour lui. La gymnastique traditionnelle, ventre, abdos, fessiers, qui se vend ici et partout, n'est peut-être pas la bonne gymnastique pour tout le monde. Ce que chacun d'entre nous veut savoir, c'est quels sont les bons mouvements pour moi. Ce que vous pouvez proposer à vos patients, c'est quels sont les bons mouvements pour eux. Alors, à la fin d'une rééducation, mais parfois en dehors de toute séance rééducative, vous pouvez effectivement proposer à vos patients un cursus de mouvements à réaliser chez eux. Dans la pratique, vous pouvez demander, par exemple, à un patient de réaliser plusieurs mouvements pendant 9 à 12 minutes chaque jour. Je change. Ainsi, pour chaque patient, vous saurez lui proposer les mouvements qui lui sont adaptés, lui proposer les mouvements qui correspondent à un problème, une difficulté dans son corps, ou simplement les mouvements d'assouplissement qui lui permettront de se sentir mieux dans son corps, d'éviter un enraidissement, d'éviter une usure, d'éviter une arthrose tardivement. Beaucoup de patients n'ont ni le temps, ni l'envie peut-être, d'aller chaque semaine dans un centre de gymnastique ou de remise en forme. Par contre, nombreux sont ceux qui sont intéressés, qui sont d'accord pour faire des mouvements chaque jour, pour leur bien-être, pour s'entretenir,
simplement pour dire je fais quelque chose pour moi, pour mieux vieillir, pour être bien avec moi-même. En pratique régulière, il suffit de proposer au départ un bilan à son patient, d'évaluer avec lui ses difficultés, ses problèmes moteurs, d'évaluer avec lui son besoin d'entretenir son corps, sa capacité à réaliser des mouvements 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peut-être tous les jours s'il le souhaite, et ensuite de le revoir de temps à autre. Proposer pour celui qui souhaite réaliser des mouvements chaque jour, par exemple, une entrevue, un rendez-vous, 1 fois toutes les 3 semaines, pour étudier le mouvement, réévaluer, proposer de nouveaux mouvements. Chez d'autres personnes, nous proposerons des mouvements à réaliser 1 fois toutes les 6 semaines, et nous reverrons la personne à l'occasion, toutes les 6 semaines, pour lui proposer de nouveaux mouvements qui lui seront adaptés. Dans tous les cas, il y aura un grand satisfecit du patient qui saura qu'il réalise de bons mouvements, qui saura qu'il ne se fait aucun mal, qu'il entretient son corps, et nous aurons rempli notre rôle dans la prévention et l'éducation au corps. Il est un domaine également où le kinésithérapeute est tout à fait compétent, c'est le domaine de conseiller en ergonomie. Le conseiller en ergonomie, c'est le kinésithérapeute qui est capable d'apporter des conseils techniques, des adaptations ou des protocoles pour permettre toute activité. Ainsi, par exemple, dans l'entreprise, le kinésithérapeute est bien sûr, de même que l'ergothérapeute pour certains domaines, celui qui est capable d'adapter le poste de travail. Le kinésithérapeute qui intervient dans l'entreprise intervient dans le domaine de la prévention, en ce sens qu'il va protéger le dos des personnes qui travaillent. C'est aussi celui qui intervient avec l'intelligence du mouvement, l'intelligence du geste professionnel. Certaines personnes réalisent le même geste pendant une vie entière. Il est important que ce geste soit réalisé d'une façon confortable, sans aucune fatigue, parfois pendant 8 heures d'affilée. Le kinésithérapeute qui se rend dans l'entreprise sait de suite présenter les muscles qui sont en fonction dans le geste, présenter l'effort nécessaire pour réaliser tel ou tel geste. Le kinésithérapeute comprend le mouvement, est capable de l'expliquer au chef d'entreprise, capable de réaliser un véritable rapport gestuel, une décomposition du mouvement. Enfin, le kinésithérapeute qui se situe ainsi est capable de vendre, de proposer un service qui sera une adaptation, un rapport d'adaptation au geste professionnel. De nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui sont ennuyés, gênés par des postes de travail souvent répétés, où ils cherchent à donner le maximum de confort aux gens qui travaillent. Le kinésithérapeute apportera alors ses connaissances et ses compétences et permettra dans tous les cas de valoriser le geste de travail, de valoriser le meilleur mouvement, à la fois pour la rentabilité de l'entreprise et pour le confort de celui qui effectue le geste. Enfin, dans toutes les entreprises, il y a lieu de faire intervenir régulièrement des kinésithérapeutes pour étudier simplement non seulement le positionnement gestuel, mais aussi la fatigabilité en fonction des déplacements dans l'entreprise, en fonction de certains postes de travail qui peuvent être réadaptés, l'utilisation de machines, de treuils, de sangles, de tous divers appuis qui peuvent aider les gens qui travaillent, qui doivent déplacer des charges. Ici aussi, c'est peut-être à nous, kinésithérapeutes, de provoquer en quelque sorte les chefs d'entreprise, de leur dire que nous avons compétence pour intervenir auprès d'eux, de leur prêter main forte, de leur expliquer de telle ou telle façon ils peuvent améliorer tous les postes de travail. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait cette démarche. Il existe aujourd'hui des associations de kinésithérapeutes, des entreprises de kinésithérapeutes qui collaborent aux entreprises, qui collaborent aux usines et qui apportent de vraies compétences dans ce domaine. Ils sont très demandés, c'est effectivement un créneau qu'il nous faut ouvrir. À domicile, il est un domaine où on oublie parfois les capacités du kinésithérapeute à réaliser des aides.
Ces aides sont évidemment ponctuelles, mais ô combien importantes. Combien de patients vont construire, par exemple, faire aménager une cuisine et se rendre compte, peu de temps après, que tel poste est mal adapté, qu'il faut se baisser pour aller récupérer dans un frigidaire ou dans un lave-vaisselle d'une façon régulière tel appareillage, tel matériel. Pourquoi donc ne pas proposer nos services ponctuellement à la fois aux entreprises qui vont fabriquer, construire, adapter, mais aussi aux particuliers en disant « Attendez, avant de faire un aménagement nouveau chez vous, nous allons avec vous étudier cette possibilité, les mouvements que vous devrez réaliser pour que ce soit le plus grand confort pour vous. » Ainsi, il est parfois nécessaire de réaliser des adaptations lorsque la personne prend de l'âge. Ainsi, chez les personnes de petite taille, d'autres adaptations sont souvent nécessaires. Enfin, simplement, étudier un poste de travail agréable dans sa cuisine, simplement pour s'y sentir bien, pour que chaque chose soit à la portée de sa main. C'est effectivement le rôle des concepteurs, mais c'est aussi notre rôle d'intervenir à la maison pour conseiller ponctuellement et dire « voilà ce qui est bon de faire, voilà ainsi vous serez bien chez vous ». Depuis la maternelle, l'école, le collège, le lycée, c'est toute une période de sa vie que l'enfant, puis l'adolescent, va passer dans le système éducatif. C'est toute une période de sa vie où il va être perpétuellement assis. Il nous appartient, à nous kinésithérapeutes, de savoir intégrer la problématique de la position assise dans la vie de l'enfant. Au lieu de nous intéresser seulement à soigner les déviations, les pathologies qui apparaissent à cause de cette position assise, les dos enroulés, les kyphoses, les hyperlordoses, les scolioses qui apparaissent. Enfin, il est un domaine où nous sommes toujours très bien accueillis. C'est le domaine du sport. Effectivement, le domaine du mouvement. Or, nous sommes les thérapeutes de mouvement. Thérapeutes, ceux qui accompagnent. Nous accompagnons le mouvement sous toutes ses formes. Dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine de l'entraînement, le domaine de la prévention, voire le domaine des soins mineurs directement sur le terrain, les kinésithérapeutes qui sont formés apportent toujours de grandes compétences et de grandes connaissances. Nous sommes à la fois bien accueillis par les médecins du sport sur les terrains, et on revoit partout aujourd'hui des kinésithérapeutes du sport qui sont reconnus comme tels, mais nous sommes accueillis également par l'équipe de quartier. Il n'est pas dur de proposer ces services à l'équipe de basket, à l'équipe de handball de la commune, d'apporter ces compétences, d'aller régulièrement sur le terrain, et puis d'être invité ensuite régulièrement, d'être effectivement le kinésithérapeute d'une équipe, celui qui va apporter ses conseils. Dans tous les cas, savoir proposer ses services lors d'un entraînement, savoir proposer par exemple des étirements adaptés à tel ou tel sport, savoir favoriser une équipe pour qu'elle soit évidemment une équipe qui gagne, une équipe où on évite les accidents musculaires, une équipe bien préparée. Nous avons dans tous ces cas notre place. Enfin, on n'oubliera pas effectivement qu'avec une bonne mallette de sport et des connaissances dans le domaine du strapping, dans le domaine de la contention, nous pouvons intervenir régulièrement, directement sur le bord du terrain, sur le bord du gymnase. Nous sommes nombreux déjà à avoir dans nos cabinets régulièrement des sportifs de haut niveau qui viennent simplement pour recevoir des conseils, qui viennent simplement pour être rassurés à propos de leur corps, pour savoir quels sont les mouvements qui leur sont adaptés. Nous sommes les seuls, et effectivement les seuls, à être capables d'analyser un mouvement, comprendre ce qui fait la difficulté du mouvement. Nous sommes dans tous les cas les seuls à pouvoir conseiller, réadapter, reconnaître, prévenir les accidents musculaires, et dans tous les cas, ceci nous permet, dans le milieu sportif, d'occuper une place prépondérante, et cette place est la nôtre. Un domaine également, et un domaine en plein développement, auquel quelques-uns d'entre nous ont déjà pensé, c'est le domaine du troisième âge. Nombreux sont aujourd'hui les personnes âgées, qu'elles soient en retraite, qu'elles soient dans des structures d'accueil, des maisons de retraite, ou qu'elles soient simplement rassemblées dans des clubs, qui ont grand
besoin ou grande demande d'entretenir leur corps. La demande de ces personnes, c'est de réaliser une gymnastique adaptée. La demande de ces personnes, c'est de garder un mouvement libre, de garder un mouvement sain pendant toutes les années qu'il leur reste à vivre. Effectivement, il existe ici ou là des propositions venant de non-kinésithérapeutes. Et ces propositions nous déplaisent. Elles sont souvent inadaptées. Faire des abdominaux en série à des personnes de 70 ans est tout à fait contre-indiqué. Nous le savons bien. Et pourtant, certains éducateurs dits sportifs le proposent aujourd'hui. C'est notre place et notre rôle de savoir venir dire nos compétences et nos connaissances dans ce domaine. C'est notre place et notre rôle de savoir, par exemple, aller voir le maire d'une commune, le directeur d'une maison de retraite ou autre, et pour dire, voilà, je peux vous proposer chaque semaine un cours d'entretien, d'éducation adapté à la personne âgée. Dans tous les cas, cette éducation, cet enseignement répété, adapté par petits groupes à la personne âgée, est toujours bien accueilli. C'est ici faire preuve de nos connaissances et de nos compétences. C'est ici prévenir le vieillissement défavorable. C'est ici prévenir les accidents de la personne âgée. C'est ici éviter l'arthrose, ou alors du moins entretenir le corps. Dans tous les cas, il y aura, dans les années à venir, de nombreux lieux où les kinésithérapeutes interviendront de la sorte. Auprès de chez vous, près de votre cabinet, dans votre commune, renseignez-vous sur les possibilités pour vous de développer ce créneau également. La relaxation est un domaine qui, historiquement, appartient aux masseurs kinésithérapeutes. Premier entre tous à avoir mis au jour ces techniques, à les avoir appliquées, c'est aujourd'hui le praticien le plus performant dans ce domaine. Que ce soit dans le domaine de la relaxation, dans le domaine de la sophrologie ou de toutes les adaptations possibles de ces techniques, les kinésithérapeutes aujourd'hui savent apporter le confort, le bien-être et enseigner la détente du corps. De même qu'on enseigne le bon mouvement, nous pouvons enseigner la bonne détente. Savoir apprendre à chacun le repos physique en même temps que le repos mental, dans une société rapide, même accélérée comme la nôtre, et d'un grand bien-être pour tous. Comment réaliser cet enseignement? Bien sûr, il est possible d'entraîner chaque patient seul dans son cabinet. En fait, traditionnellement, nous pouvons recevoir les patients par groupe de 6 à 8 personnes. L'apprentissage d'une méthode de relaxation est un apprentissage qui se fait sur un trimestre, à raison d'une séance par quinzaine, guère plus. Il s'agit en fait, pendant 1h30 à chaque fois, de recevoir un petit groupe de personnes et de leur apprendre les différents stades de la détente et de la relaxation. Que ce soit à partir des techniques d'induction sophronique, que ce soit à partir de la méthode de Jacobson, la méthode Feldenkrais, que ce soit à partir des différentes étapes proposées par la sophrologie, il est aisé d'apprendre à un patient à devenir autonome. L'autonomie ici consistera pour le patient à avoir appris à se détendre, s'abandonner, et à pouvoir le réaliser à nouveau quand il le souhaite, n'importe où, n'importe quand. Une fois que la méthode est acquise, chacun de nos patients qui a appris à se relaxer ou à se détendre pourra, lorsqu'il en ressentira le besoin, se reposer, s'apaiser. C'est une technique très attractive. Beaucoup de gens, dans ce milieu où tout le monde dit souffrir du stress, souhaitent apprendre une méthode de relaxation. Nous pouvons ainsi, comme je vais le faire très brièvement maintenant, conduire les uns et les autres à découvrir la sensation de relaxation et de repos du corps. Vous êtes simplement allongé dans une position simple que vous avez choisie. Vous fermez les yeux
Et vous posez les bras de chaque côté du corps ou simplement vous séparez vos mains. Vous décroisez de même les deux jambes et vous vous laissez aller librement. Dans cette position, les yeux clos, vous laissez aller votre corps au calme de sa respiration. Respiration lente, calme, profonde et régulière. Votre cœur bat calmement, agréablement fort. Prenez conscience des appuis de votre corps sur le sol et vous décidez maintenant, simplement, de laisser le corps s'apaiser, se reposer, se détendre dans cette position. Chacune de vos expirations apporte à votre corps un peu plus de lourdeur, un peu plus d'abandon, un peu plus de calme à l'intérieur de vous-même. Chacune de vos expirations, et vous vous laissez aller plus encore, librement, agréablement, confortablement. Vous êtes simplement étendu et détendu, à la recherche d'une grande détente physique et d'un calme intérieur. Votre cœur bat calmement et agréablement fort. Laissez aller chacun de vos membres. Laissez aller le bassin, le dos et la tête dans cette position de repos librement. Au fur et à mesure de vos expirations, vous prenez conscience de la sensation de lourdeur qui s'installe maintenant dans votre corps. Progressivement, les mains sont lourdes, agréablement lourdes, de plus en plus lourdes à chacune de vos expirations. Progressivement, les bras, les avant-bras jusqu'aux épaules sont lourds, très lourds, agréablement lourds au fur et à mesure de vos expirations. Pensez également à vos deux membres inférieurs, depuis les pieds jusqu'aux genoux, puis depuis les genoux jusqu'aux cuisses et au bassin. Les deux membres inférieurs deviennent lourds, très lourds, agréablement lourds, et tout va parfaitement bien. Laissez-vous aller plus encore pendant un bref instant. Déjà, vous pouvez constater en vous-même que vous êtes totalement détendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de lever une jambe et vous allez vous apercevoir que cela est difficile, voire même impossible. Et plus vous essayez, plus la jambe devient lourde. N'essayez plus maintenant, laissez-vous aller tout à fait, librement et confortablement. C'est parfaitement bien. Ceci est un simple exemple de ce que nous pouvons faire en relaxation. En fait, il y a toute une démarche, tout un apprentissage de la méthode, de la technique. Mais ceux parmi vous qui apprendront ces méthodes verront quel bien-être et quel grand bienfait ils peuvent apporter à leurs patients. Il y a une demande réelle d'apprendre ces méthodes de la part de nombreuses personnes dans notre société. Ici encore, il s'agit d'une façon pour nous kinésithérapeutes de proposer quelque chose de plus, quelque chose d'autre, en plus de nos techniques traditionnelles. La relaxation ou la sophrologie font partie de ces techniques de diversification. Il est un domaine qui est souvent absent de nos cabinets. Et pourtant, ce domaine
correspond tout à fait à notre activité et il y a effectivement une demande. C'est le domaine, nous dirons, commercial. Que peut bien vendre un kinésithérapeute dans son cabinet? D'abord, il faut savoir, nous sommes autorisés à vendre. Nous sommes autorisés à conseiller des produits. Nous pouvons effectivement fournir certains produits à nos patients. Des huiles essentielles, des crèmes de massage, des argiles. Ce sont des produits traditionnels pour notre usage. Également, il nous est possible de conseiller des adaptations, ainsi des oreillers ergonomiques, des sièges ergonomiques, le type de siège assis à genoux. Il est dans nos habitudes de pouvoir les conseiller. Enfin, il existe aussi en vidéothèque des éléments que nous pouvons conseiller. Des cassettes telles que les mouvements de croissance adaptés à l'enfant, mouvements de croissance adaptés à l'adolescent, d'autres cassettes telles que les bons mouvements pour le corps de la femme, sont des produits qu'il est possible de fournir à nos patients qui deviennent effectivement nos clients, et ceci est tout à fait de notre domaine. Donc, dans ce domaine-là, il ne faut pas oublier non plus que la kinésithérapie existe, que la kinésithérapie peut proposer quelque chose, et il ne faut pas hésiter lorsqu'il y a une demande des patients, quels sont les bons mouvements à faire, qu'est-ce que je peux mettre comme oreiller ou autre, de savoir qu'il existe des produits à disposition des masseurs kinésithérapeutes et qui peuvent être proposés à nos patients ou à nos patientes. En conclusion, le but de notre présentation est de nous dire ensemble que la kinésithérapie aujourd'hui sort effectivement du domaine du uniquement médical. Notre décret de compétence est largement étendu pour que nous soyons reconnus définitivement, à la fois dans le domaine de la prévention, dans le domaine du soin et de l'hygiène du corps, dans le domaine de l'entretien du corps. Toutes nos compétences sont acquises pour intervenir à la fois, bien sûr, dans nos cabinets, mais sur le terrain de sport, à l'école, dans l'entreprise, dans une maison de retraite, partout où le mot kinésithérapeute intervient parce qu'il y a du mouvement. N'oublions pas que nous sommes définitivement les thérapeutes du mouvement. Nous sommes définitivement ceux qui sont là, qui ont appris et qui savent entretenir le corps. Outre les soins conventionnés, il est tout un domaine où nous pouvons ouvrir notre activité, où nous pouvons prendre plaisir à travailler, à exercer nos compétences, à utiliser nos connaissances pour faire encore autre chose que soigner et toujours apporter du bien-être aux uns et aux autres. L'important, c'est d'être bien présent comme thérapeute, comme accompagnant en santé. L'important, c'est de se dire que notre rôle de kinésithérapeute est non seulement de soigner, d'accompagner et de guérir, mais c'est aussi d'aider au cours de toutes les années de la vie, avec toutes nos connaissances, chacun et chacune, à pouvoir avoir le corps libre, le corps bien heureux et le corps en santé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéocassette vous donnera envie d'aller découvrir à travers des formations qui vous sont proposées ici et là dans notre pays, tous les atouts que sont votre diplôme de masseur kinésithérapeute. J'espère que prochainement, vous aurez envie, peut-être, vous aussi, de vous diversifier, d'ouvrir votre activité sur d'autres choses qui vous plaît, que vous aimez et qui est de la masso-kinésithérapie. Bon courage à vous, bon élan à vous et à bientôt. Au-delà de notre activité conventionnelle, traditionnelle, qui reste importante et essentielle, nous avons pu développer également un secteur esthétique
qui représente une très forte demande dans les cabinets de kinésithérapie. Le kinésithérapeute a une très bonne image. Nous avons du palpé roulé mécanique, de la pressothérapie pour le retour veineux. Il y a dans ce cabinet des spécialistes de drainage lymphatique manuel également. Au-delà de tout cela, nous rentrons carrément dans la mise en forme avec le sauna. La balnéothérapie dont on se sert beaucoup également en kinésithérapie, mais aussi dans le cadre de la mise en forme. Et nous rentrons dans la salle qui comporte 400 mètres carrés environ d'appareils, répartis en ateliers de dos, de tronc, épaules, poitrine, de cardio-training, qui peuvent regrouper des gens qui sont en soins, mais aussi des gens qui reviennent après les soins hors convention pour se maintenir en forme, toujours sur le contrôle du kinésithérapeute. Un atelier d'abdominaux, lombaires, fessiers, un atelier pour les jambes, les cuisses, les mollets, le vaste interne notamment, nous avons des appareils spécialisés là-dessus. Nous revenons dans la salle d'abdominaux. Tous ces appareils sont classés, bien entendu. Nous avons également des rééducations un peu plus lourdes de neurochirurgie. Vous allez avoir d'ailleurs le témoignage d'une personne qui se fait soigner ici, plusieurs même. Je suis en rééducation depuis 6 mois. J'ai subi une opération, c'est-à-dire une hernie discale plus une sciatique paralysante qui durait depuis 3 ans en fait, mais le docteur c'était une curalgie. Donc j'ai été opérée d'urgence le 26 juillet avec 36 degrés. Et donc de cette sciatique paralysante, et on m'a ouvert le canal médulaire également, 3 places qui étaient complètement fermées. Et voilà. J'étais opéré d'une hernie discale et un canal lombaire étroit depuis le mois de novembre. Et là, depuis que je suis dans la salle, ça va aller mieux et je suis de mieux en mieux bien. Derrière ces actions curatives, la salle est également organisée pour mener des actions préventives permettant par l'entretien de la musculature de limiter, voire d'exclure les risques de rechute, ou plus simplement de pallier les inconvénients de la vie moderne. Cela s'adresse aux personnes de toute génération et de tous âges. L'efficacité de cette prévention tient pour une très grande part à la personnalisation du traitement déterminé et suivi pour chaque individu par le kinésithérapeute. La présence du kinésithérapeute est appréciée et recherchée. Je vous invite à prolonger votre action dans ce sens, c'est passionnant et enrichissant. Votre salle d'attente reste le lieu privilégié pour informer de façon claire et précise les horaires d'ouverture, mais également les tarifs que vous pratiquez, ainsi que les différentes affiches que vous pourrez apposer pour présenter la diversification. Bonjour, c'est en qualité de masseur kinésithérapeute libéral que je vais vous parler aujourd'hui de ce qui peut se faire en dehors de la kinésithérapie traditionnelle. Donc, comme vous pouvez le constater, on est ici dans un laboratoire qui met en action donc, pas mal de gens au service du matériel à visée esthétique, à visée antalgique, mais aussi en physiostimulation et tout ce qui peut se faire en matière d'électro. Donc là, c'est un département qui va être à même de se développer de plus en plus au sein de la kinésithérapie, puisqu'il va falloir se diversifier de plus en plus, bien sûr. Et surtout, ça sera intéressant parce qu'on pourra faire des formations continues au sein d'entreprises comme celle-ci, donc dans la région bordelaise, sur les nouvelles techniques et sur les nouveaux composants, les nouvelles méthodes de travail qui seront les nôtres dans le futur. C'est donc en tant qu'intervenant auprès de cette entreprise qu'on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir mettre avec les ingénieurs au point des techniques qui permettront de faire évoluer le matériel qui sera testé en milieu hospitalier ou en cabinet libéral sur des traitements qui seront donc des traitements antalgiques,
des traitements de physiostimulation, mais aussi des traitements esthétiques avec tous les traitements de cellulite qu'on peut avoir de nos jours. Ceci, c'est un exemple concret de ce qu'on peut avoir comme diversification au niveau de l'activité de kinésithérapeute libéral. Bonjour, vous devez vous demander ce que je fais là. Voilà, je vais vous expliquer. Je suis kinésithérapeute et je suis là pour faire de la prévention. Prévention surtout au niveau de votre dos, au niveau de votre colonne vertébrale. C'est pour ça que j'ai apporté avec moi une colonne vertébrale. Rassurez-vous, elle est en plastique, mais c'est pour vous montrer un petit peu de quoi se compose le dos. Ce que vous sentez au milieu de votre dos, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est composée de vertèbres empilées les unes aux autres. Lorsque les vertèbres sont empilées en ligne droite, comme ça, tout va bien. Si on voit la colonne vertébrale de profil, on voit que la colonne vertébrale n'est pas vraiment droite de profil. Il y a deux courbes, une courbe ici et une courbe ici. Ces deux courbes sont normales. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il y a exagération de ces courbes. Quand cette courbe est exagérée, on se tient penché en avant. Et ça peut entraîner des douleurs de dos, surtout, pour l'instant vous êtes encore jeune, mais plus tard vous risquerez de souffrir du dos. Lorsque cette courbe existe, quand on voit la colonne de dos, ça s'appelle une scoliose. Et ça c'est très embêtant, il faut à ce moment-là soigner cette scoliose. Mais ça c'est l'affaire de la visite avec votre médecin. Je suis là surtout, donc, comme je dis, pour faire de la prévention, c'est-à-dire vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir de problème de dos. Les conseils que je peux vous donner déjà en milieu scolaire, c'est d'abord le port de votre cartable ou de votre sac à dos, et puis la position sur votre table de travail. Le cartable ou le sac à dos, le problème c'est qu'on sait très bien que les cartables excèdent toujours le poids qu'ils devraient peser, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très lourds. Et malheureusement, vous êtes obligé de mettre vos livres dedans, vos cahiers, vos livres. Donc évitez déjà de les surcharger par tout ce qui ne concerne pas vos cours du jour. Évitez. Un livre de trop, c'est des douleurs plus tard. Évitez tout ça déjà. Donc vous évitez de surcharger le cartable et portez-le d'une manière équilibrée. C'est-à-dire que si vous avez un sac à dos, vous le mettez bien au milieu de votre dos et non pas sur une épaule. Si vous avez un cartable, vous le mettez tantôt d'une main, tantôt de l'autre, mais vous ne le portez pas toujours de la même main, parce que vous finirez par vous déséquilibrer le dos. Concernant la position sur la table de travail, c'est très simple. Il suffit simplement d'avoir votre dos appuyé contre le dossier de votre chaise, tout simplement. Évitez deux choses, soit de vous pencher en avant comme ça de manière avachie, soit vous tenir d'un côté comme ça, et soit, la pire des choses, c'est de vous laisser glisser complètement comme ça. Parce que si vous vous laissez glisser complètement, vous allez déformer votre colonne lombaire complètement. Puis plus tard, vous en subirez les conséquences. Je ne veux pas vous faire peur, mais il vaut mieux prévenir que guérir. On va examiner un d'entre vous pour voir, on va regarder sa colonne vertébrale de près. Voilà Mathias qui a 11 ans, on va regarder un peu sa colonne vertébrale par rapport donc au squelette. Alors vous voyez, la colonne vertébrale de profil, elle est, donc on a dit qu'elle était, on voyait deux courbures, et quand on voit de profil aussi la colonne vertébrale, on voit aussi les courbures qui sont naturelles. De face, la colonne vertébrale est droite, vous voyez, elle doit être bien droite. Alors, vous pouvez regarder vos camarades, entre vous, vous pouvez des fois, quand vous êtes en train de faire du sport, regarder les colonnes vertébrales de vos camarades. Des fois, on se rend compte de détails chez des camarades, alors que même ne se rendent pas compte. Donc, vous pouvez vous auto-examiner. On va un petit test très simple pour voir aussi, si vous avez un de vos camarades qui ne se tient pas droit, déjà vous voyez la distance qui est là entre le buste et les bras. Si vous avez une distance qui est comme ça, si vous avez plus de distance là que là, c'est qu'il y a un problème. Un autre petit test, on fait pencher en avant, tu te penches bien en avant comme ça, et quand on se penche bien en avant, le dos doit rester, vous devez voir tout
tout ça plat. Si vous voyez une bosse apparaître comme ça, c'est qu'il y a aussi un problème. Ça, c'est un test qui s'appelle le bending test, mais ce n'est pas pour vous. Mais c'est bon à savoir. Si on vous le fait faire, vous saurez pourquoi on vous le fait faire. Si vous allez voir votre médecin et que votre médecin vous fait pencher en avant, vous saurez pourquoi. Je m'adresse maintenant à mes confrères. Vous avez pu voir en quelques minutes ce qu'on pouvait faire dans le cadre de la prophylaxie et surtout dans le cadre de la diversification de notre profession dans une activité de proximité. Et ces quelques minutes données aux enfants seront d'un grand secours pour les générations à venir. Patrice Arnaud, masseur-kinésithérapeute, membre de la Société française des kinésithérapeutes du sport et actuellement président. J'interviens en parallèle à mon activité professionnelle libérale auprès d'une équipe de basket féminin dans le domaine des soins et de la prévention en leur prodiguant des conseils. Et j'encourage tous mes confrères à proposer leurs services auprès d'équipes et de sportifs de tout niveau. Ceci dans le cadre de la diversification de notre profession de masseur-kinésithérapeute.